Tout d'abord, la soi-disant communauté occidentale, l'Occident collectif, s'il y a des raisons aujourd'hui de l'appeler collectif. Mais néanmoins, elle met tout en dessus-dessous. Pourquoi ? Parce que l'augmentation des dépenses à des fins militaires et la frénésie militariste, tout est basé sur une seule chose, l'agressivité russe. Mais c'est tout le contraire. Ils parlent de notre agressivité. Vous feriez mieux de vous regarder vous-même. Nous avons un proverbe qui dit qu'il est facile de voir la paille dans l'œil de son frère, mais qu'il est beaucoup plus difficile de voir la poutre dans son propre œil. Que se passe-t-il alors ? Sous prétexte de l'agressivité imaginaire de la Russie, ils commencent à parler de la nécessité de s'armer. Eh bien, laissez-les s'armer. Renaud Girard, vous dites souvent un militarisme est en train de naître à nos portes en Russie et on en a d'illustrations. Il considère qu'il accuse l'Europe de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle, c'est un procédé psychologique assez connu, ça s'appelle l'inversion accusatoire en psychanalyse. C'est-à-dire qu'il nous accuse de militarisme. C'est faux, nous ne sommes pas militaristes, il suffit d'aller dans un lycée, dans une université. On est plutôt sous-militaristes. On est sous-militaristes. Le SNU n'est pas tout à fait, c'est très sympa de nettoyer les forêts, mais enfin c'est pas tout à fait militarisme encore. Voilà. Alors ils nous accusent, nous, d'être des militaristes, alors c'est faux, on l'est sans doute effectivement pas assez militarisé, on a renoncé au service militaire. Et ce qui est effectivement dangereux, c'est qu'il semble, Vladimir Poutine, on n'est plus à l'état de l'opération spéciale, si vous voulez, du petit coup de poker géopolitique. Mais là, c'est toute la nation. On va vers même une économie de guerre totale. Je ne dis pas que c'est la guerre totale, mais je dis vers une économie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez me le dire, une économie de guerre totale et ce militarisme russe qui me fait peur, comme on fait peur à nos parents, le militarisme prussien puis allemand, qui a duré jusqu'en 1945, j'ai l'impression, je n'en connais pas le but, mais vous voyez peut-être clair. Alors, il y a deux choses. Vladimir Poutine a un sentiment d'impunité très certainement, vu les relations qu'il a avec Donald Trump. Et Donald Trump a finalement, avant même d'arriver en négociation, il lui avait préalablement accordé tout ce qu'il demandait. Après, ce qui est certain, c'est que la sortie de la guerre, elle sera très difficile pour la Russie et pour Vladimir Poutine. Il faut voir que les salaires qui sont payés aux militaires sur le front sont sans commune mesure avec ce qu'ils gagneraient dans la vie civile. Il y a également aussi, lorsqu'ils meurent au combat, des sommes qui sont données à leur famille. Et c'est très difficile de revenir pour ces hommes-là à un salaire bien inférieur. Vous voulez dire qu'il y a un engrenage de la guerre et du militarisme ? Oui, bien sûr. D'engrenage. Non, et puis c'est vraiment tout cet argent qui est gagné, mais comment ces personnes qui sont allées combattre vont accepter de retrouver des emplois dans la vie civile en ayant une rémunération bien moindre. En revanche, il y a vraiment une dichotomie dans la population. Et quand vous parlez aux Russes, ils vous disent les hommes aiment la guerre, veulent la guerre parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis vous avez les femmes de soldats, les mères de soldats qui ont toujours joué un grand rôle dans la démilitarisation ou dans la fin des combats. Enfin, en Afghanistan, c'est quand même elles qui ont fini par faire plier le pouvoir en place à l'époque, qui, elles, ne veulent plus de la guerre. Mais il y a vraiment la démographie est très basse, elles ont très peu d'enfants, les Russes, comme d'ailleurs les Européennes, et donc on ne veut pas perdre son fils unique, non ? Mais il y en a combien qui sont tombés ? Il y en a énormément qui sont tombés, et l'âge moyen, puisque contrairement à Volodymyr Zelensky, les Russes n'ont pas pris soin de leur population. Ils ont envoyé des personnes très jeunes au combat et absolument pas formées. Si on ramasse tout ça, c'est-à-dire en termes militaires, en termes de munitions, en termes d'hommes, de recrutement, est-ce que l'Europe de l'Ouest est de taille à résister ? Écoutez cette déclaration extrêmement forte de Burkhardt, le chef d'état-major des armées, qui parle de ces 5 minutes de plus, je crois que c'est sa formule, que l'armée russe pourrait tenir de plus que les Européens. Je pense que si on laisse la guerre se continuer comme ça, je crains que la Russie soit capable de tenir 5 minutes de plus que nous, même dans cette situation-là. Et qu'alors, ça consacrerait la Russie en défaite stratégique qui, pour autant, afficherait une victoire. Donc ça montre bien qu'il faut impérativement que ce problème-là soit pris en compte, qu'on arrive à casser la linéarité de la bataille et qu'on évite qu'une défaite stratégique de la Russie se transforme en victoire avec les conséquences telles que je vous ai énoncées pour le continent européen et pour la France. Comment expliquer, quand on entend ça, c'est-à-dire que la Russie pourrait tenir 5 minutes de plus, alors même qu'on dit elle a des difficultés économiques, le général Yakovlev disait sur ce plateau l'armée russe est nulle, etc., mais elle pourrait quand même tenir 5 minutes de plus. Elle a des il parle du conflit en Ukraine, et il compare ce que produisent les Russes, y compris en hommes, etc., et ce que produisent les Ukrainiens et nous.
et ce qu'on fait avec eux. Et donc, on est dans une guerre d'usure, on est dans une guerre, un gros bras de fer. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que en fait, la Russie a connu un échec stratégique parce qu'elle n'a pas obtenu les succès qu'elle voulait, elle n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés au départ. Mais sur cette guerre d'usure, sur la longue durée, elle peut l'emporter parce qu'elle aura les quelques obus de plus qui manqueront, les hommes un peu en plus qui resteront par rapport à ce que nous, Européens, on est capable de faire, de fournir, d'aider les Ukrainiens. Parce que politiquement, on ne peut pas envoyer des garçons de 18 ans mourir comme de la chair à canon. On ne le fait pas ici. Et les Russes n'ont absolument aucun problème. Il y en meurt quelques dizaines de milliers, ils vont en retrouver d'autres. Et puis s'il n'y a plus assez de Russes, on voit maintenant l'intensification de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie, et bien on pourra balancer quelques Nord-Coréens aussi. Heureusement que nos sociétés ne sont pas comme ça. Oui, mais je voudrais revenir sur ce que disait Gallagher. Je suis tout à fait d'accord avec ce rideau de fer. C'est triste ce à quoi on est en train d'assister. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. On voit bien, Trump impose la loi du plus fort. Et donc on se dit que si nous-mêmes, on ne veut pas jouer à la loi du plus fort, on risque de perdre. Et donc on revient sur des avancées majeures qui avaient été consenties, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui encore, je ne sais plus combien, il y a de milliers de personnes qui meurent par an à cause de mines antipersonnelles qui sont toujours dans le sol. Donc une fois qu'elles sont mises en place, on en a pour des décennies. Enfin, nos petits-enfants... Ça dépend, on peut... Mais là, sur le danger russe, c'est le fait qu'ils puissent tenir 5 minutes de plus. Alors 5 minutes de plus, ça veut dire c'est quand vous êtes engagé dans une bagarre et vous êtes très salement amoché, mais si vous tenez 5 minutes de plus, vous la gagnez, cette bagarre. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que quand on regarde objectivement les pertes humaines et matérielles russes, on se dit mais c'est une défaite, ils vont à la défaite. Et en réalité, ils sont capables de convertir d'immenses pertes en victoire stratégique. C'est-à-dire qu'ils refont le modèle Stalingrad ou Kursk, où les pertes soviétiques sont très largement supérieures, parfois 5 fois supérieures à celles des puissances de l'Axe. Et pourtant, à la fin, c'est eux qui l'emportent. Et c'est ça qui est effrayant dans ce modèle. Et ça avait été rappelé par Zaloujny récemment, l'ancien chef d'état-major ukrainien, quand la question lui avait été posée « Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Quelle erreur avez-vous commise ?» Et il avait dit, et c'est quelqu'un qui pourtant connaît bien les soviétiques, il avait dit « Écoutez, on avait sous-estimé leur capacité à encaisser de telles pertes. » Il faut quand même rappeler que l'Ukraine a effacé la totalité de l'outil militaire russe engagé en février 2022, et il a été entièrement régénéré, voire accru sur décision politique de Vladimir Poutine. Donc la capacité de la Russie, l'armée russe n'est pas nulle, comme le disait Général Yakovlev. Non, elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle du tout, d'ailleurs. Non. Et puis, elle montre au moins une forme de... d'obstination, de quasi-fanatisme. Il faut bien comprendre qu'en termes de militaire, on est au niveau zéro de la stratégie. On parlait de Kursk, Stalingrad, il y avait une manœuvre subtile, il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est on attaque, on grignote, comme disait Joffre en 1915. On lui dit, c'est quoi ces attaques à la con, là, on perd des dizaines de milliers de mecs pour conquérir. Et il disait, je les grignote, en parlant des Allemands. Là, c'est exactement ce que font, et c'est même pire d'ailleurs, ce que font les Russes. C'est le niveau zéro de la stratégie. Et ils le font quand même. Mais ils ont remis en route donc toutes les usines d'armement, ils ont des munitions, et puis ils ont quand même un territoire immense, même si les Ukrainiens ont réussi de nombreux coups d'éclat, ils peuvent disposer des usines sur un territoire immense où il est difficile d'aller les détruire, là où les Ukrainiens ils ont un territoire bien plus petit et qui se trouve sous le feu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a au moins aucune démocratie qui accepterait de faire des milliers d'hommes pour conquérir 1/10 de département français par mois, c'est ça? Dans le passé, oui. Vous le dites vous-même. Dans le passé, oui. La France, elle était très démocratique. À l'époque de Joffre, c'est une grande démocratie. Mais enfin, elle n'avait pas peur de perdre des milliers d'hommes. Dès 1916, on arrête ces conneries. C'était de la défense. La différence, c'est que la France avait été... Oui, accessoirement, on se défendait, oui. Agressée par le militarisme allemand. Mais dans les guerres coloniales, elle n'était pas agressée. C'est la France qui agressait d'autres nations dans les guerres coloniales, évidemment. Non, mais c'est vrai. Alors effectivement, en Première Guerre mondiale, on défendait notre territoire. On le défendait, en l'occurrence, à l'époque maladroitement, mieux par la suite. Mais c'était militairement, c'était absurde. Et ça n'a pas duré longtemps. Là, on se bat quand même depuis 2 ans pour le hameau de Tchassiviar. Oui. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Même la Seconde Guerre mondiale, ça allait beaucoup plus vite.